of these brands do not care about us. They love Black money and Black dollars, but they do not love Black people. How about we finally have an honest conversation about Black capitalism and the Black hair care industry? En début d'année, la marque de produits pour cheveux afro Miel Organics a annoncé avoir été rachetée par le groupe Procter & Gamble. La CEO Michelle Rodriguez a précisé qu'elle allait garder son rôle de présidente, que ce rachat allait leur permettre de conquérir de nouveaux marchés, enfin la consécration de 9 années de dur labeur. Et bien qu'elle annonçait la nouvelle avec beaucoup d'excitation, le moins qu'on puisse dire c'est que le Black Twitter ne partageait pas le mood festif. L'inquiétude monte parce que des propriétaires de marques afro qui décident de revendre leur entreprise, on en a connu et dans bien des cas, cela aboutit à une hausse des prix, à une dégradation de la qualité des produits et juste un désintérêt progressif des problématiques rencontrées par les personnes noires qui autrefois représentaient leur cœur de cible. Mais par-dessus tout, les fondateurs de Miel sont traités de vendus pour avoir pactisé avec un groupe dirigé par des hommes blancs. J'ai oublié mes boucles d'oreilles. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi autant de marques de cosmétiques qui se revendiquent haut et fort Black-owned finissent, une fois qu'ils ont goûté un petit peu au succès, par revendre à des groupes qui ne semblent absolument pas partager leurs valeurs? J'ai retrouvé une ancienne interview de Michelle Rodriguez qui disait que les gens qui la traitent de vendue ne savent juste pas comment marchent les affaires. Ces propos m'ont interpellée parce que effectivement, lorsqu'on s'attaque à un marché de niche en cosmétique et spécifiquement lorsqu'on s'adresse à une population noire, il y a des challenges auxquels on fait face et qui expliquent les choix qu'on fait, mais que le reste du monde ne comprend absolument pas. Et le premier challenge, c'est la croissance. L'évolution d'une entreprise se fait par paliers. Il y a plusieurs niveaux de la pénétration du marché à l'expansion. Chacun de ces niveaux a ses enjeux propres et passer de l'un à l'autre nécessite de briser un plafond de verre qui, si vous voulez aller vite, requiert souvent d'aller chercher du financement. Trouver des investisseurs, par exemple, des gens qui ont suffisamment d'argent à injecter dans votre développement en échange de parts dans votre société. De cette façon, l'investisseur diversifie ses revenus et vous avez plus de ressources pour croître. Et plus votre entreprise est avancée et fait déjà de l'argent, plus votre investisseur doit être géant pour pouvoir vous permettre d'aller encore plus loin. En général, ça va être des groupes qui possèdent déjà plusieurs marques. Mais autre chose, plus l'investisseur est géant, plus il va être gourmand et va vous proposer d'acquérir la majorité, si ce n'est la totalité de votre entreprise. C'est un schéma connu, vu et revu en business. On a vu par exemple Kylie Jenner revendre 51% des parts de son entreprise au groupe Coty, qui a une filiale luxe qui possède notamment Balenciaga, Miu Miu. Vendre est vu comme un accomplissement majeur dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand j'étais encore porteur de projet et simple consommatrice, on va dire, et avant d'intégrer l'univers des startups au travers des concours, des incubateurs, je comprenais pas ça. J'avais cet attachement à mon projet. Pour moi, c'était vraiment un bébé que j'allais faire grandir toute ma vie. Jamais j'allais le lâcher. Jamais je n'allais vendre parce qu'il fallait absolument que j'ai le contrôle de tout. Mais je vais vous dire, le business, c'est pas tellement ça. Quand on apprend qu'un compère a vendu son entreprise dans le monde des startups, c'est une célébration. On est en mode « wow, félicitations !» parce que c'est une bonne affaire. Il a gagné de l'argent à titre personnel. Il s'est potentiellement libéré du temps s'il n'est plus à la tête de toutes les opérations. Ou alors, et surtout, il a maintenant plus de ressources pour développer son entreprise, l'amener encore plus loin. Mais le problème est que quand on est noir et que de facto on dirige une entreprise black-owned, les enjeux font qu'il y a d'autres paramètres qui se rajoutent à l'équation. On est tous conscients ici que la communauté noire a besoin de prendre du pouvoir pour être accessoirement plus respectée dans le monde. Et ça passe aussi par l'émergence de plusieurs entreprises noires fortes qui vont faire tourner l'économie au sein de notre communauté. Et moi, je pense même qu'ils vont faire tourner l'économie de notre continent d'origine parce que c'est juste la source de tout. Tout y centraliser ferait que les choses aillent plus vite. Mais bon, ça, c'est mon idéologie et un débat pour plus tard. Mais pour servir cette idée de création de richesse au sein d'eux et pour la communauté, il y a un principe basique à respecter, c'est que déjà les entreprises qui émergent appartiennent à des personnes noires et surtout qu'elles le restent. Donc d'un côté vous avez cette idéologie-là, mais d'un autre vous êtes un chef d'entreprise qui est en recherche active d'argent et de nouveaux investisseurs quasi tout le temps pour continuer de croître. L'idéologie voudrait que vous fassiez appel à des investisseurs noirs pour qu'encore une fois l'argent reste dans la communauté et qu'on continue de s'enrichir les uns les autres. Sauf que, on l'a vu plus haut, une fois que vous avez atteint un certain stade de
développement comme Miel Organics, qui brassait quand même déjà des millions avant l'arrivée de Procter & Gamble, vous devez quand même faire appel à des investisseurs qui sont géants et en général, ce sont des groupes qui possèdent déjà d'autres marques. Et là se pose quand même un petit problème, c'est que les conglomérats puissants de marques de cosmétiques 100% black-owned à notre ère, ils sont où? Et je sais qu'il y a une partie des gens qui va se lever pour dire il faut qu'on crée nos propres conglomérats, il faut qu'on ait nos propres groupes. Oui, on est tous d'accord, mais le problème est que à l'échelle d'une entreprise, ça revient à faire un choix de stratégie qui est différent et surtout qui arrive avec de nouvelles contraintes. Parce que cela revient à faire le choix de croître plus lentement et de se traîner encore des problématiques sur plusieurs années plutôt que de profiter de l'expérience et des ressources de groupes qui sont déjà installés, qui ont déjà décollé et dont le succès repose parfois sur plus d'un siècle de dur labeur. Parce que c'est pas parce que vous voyez une entreprise qui tourne comme ça, qui fait de l'argent, qu'elle n'a pas de problème du tout et qu'elle peut aller au palier suivant sans encombre. Surtout quand on sait quel est le palier suivant visé par Miel Organics. Mais ça, on va en parler tout de suite. J'ai vu un commentaire qui disait « Mais s'ils voulaient de l'argent, pourquoi ils ne sont pas allés voir juste un milliardaire de la communauté noire ?» Parce que là, il ne s'agit pas que d'argent. On parle d'un groupe qui a déjà des installations et une assise dans l'industrie cosmétique. Ce qui peut nous faire comprendre l'enjeu derrière cette opportunité, c'est un passage du discours de Michelle Rodriguez qui dit qu'ils veulent s'étendre à de nouveaux marchés et proposer des produits pas que aux cheveux texturés. Et quand on a cette volonté, le challenge qui se pose, c'est celui de la légitimité. De la même façon que quand vous avez les cheveux crépus et que vous passez devant un salon de coiffure, vous savez, selon les standards qu'on connaît du type de singe, etc., vous pouvez vous dire « ça n'a pas l'air d'être pour moi ici, attends, j'avance ». De la même façon, vous pouvez avoir cette hésitation de certaines cibles blanches vis-à-vis d'une marque de cosmétiques qui est dirigée par une femme noire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des femmes blanches me rencontrent sur un salon et assument directement que les produits sont pas pour elles et s'excluent elles-mêmes. Mais pourtant, quand je prends juste 5 minutes à leur expliquer les propriétés, elles sont à fond. Elles se rendent compte que ça peut leur convenir parce qu'elles ont les cheveux bouclés, très secs, le démêlage, c'est pas évident, etc. Et elles finissent par acheter. Et je pense que ça, c'est aussi dû au fait que les femmes noires, pendant longtemps, n'avaient tellement pas de solution qu'elles ont été obligées de faire les choses pour elles-mêmes et d'exclure elles aussi. Mais ça, c'est le principe du marché de niche. Vous pouvez pas parler à tout le monde. Mais du coup, il y a des cibles qui ont l'habitude de nous voir faire les choses pour nous-mêmes. Mais là encore, on parle toujours de boucles, de texture, mais si vous atteignez un plafond de verre avec votre entreprise ou vous commencez à saturer votre marché de niche et vous avez besoin de le briser pour conquérir une nouvelle population cible, autrement dit, vous voulez commencer à vendre des produits pour les cheveux raides. Là, vous faites comment? C'est chaud d'arriver comme ça, comme une fleur, de déployer des moyens monstres pour commencer à parler à une cible à qui vous avez juste jamais adressé la parole avant. C'est comme quand toutes ces marques standards ont commencé à proposer des produits pour les cheveux crépus et qu'on était tous en mode « vous nous calculez maintenant ». Donc pour Miel, s'associer à un groupe qui a de l'expérience en la matière et la légitimité qui va avec, ça peut être un bon moyen d'atteindre ses objectifs de développement. Mais une marque a voulu aussi s'étendre à un nouveau public et pour qui l'expérience s'est avérée être une belle catastrophe, on en connaît une, c'est Shea Moisture. Aujourd'hui, l'affaire s'est tassée, mais souvenez-vous, il y a quelques années, la marque était prise dans une belle polémique parce qu'en voulant plaire à plus de monde, ils ont pris le parti de modifier toute leur formule plutôt que de juste créer une gamme spécifique. Mais bon, ça, c'est que ça demande plus d'investissement. Du coup, les clients habituels se sont retrouvés complètement désabusés parce que leurs produits favoris ne leur convenaient plus. Quand on sait la galère que c'est quand on a les cheveux crépus de trouver des soins qui nous soient parfaitement adaptés, on peut comprendre à quel point c'est chiant de devoir reprendre sa routine de zéro parce que nos produits n'auraient plus le même effet. Mais le pire, c'est que les femmes noires en particulier se sont senties complètement trahies parce que elles ont supporté la marque depuis ses débuts. Et dès que le succès a pointé le bout de son nez, encore une fois, elles ont été exclues. C'est horrible. Et donc, les internautes craignent que l'histoire ne se répète aussi avec Miel, que les formules changent, que les produits ne leur conviennent plus. Chose pour laquelle la marque s'est montrée plutôt rassurante parce qu'ils ont affirmé à plusieurs reprises que les formules n'allaient pas changer. Mais vous voulez qu'ils disent quoi? Pour moi, leurs propos sont vraiment à prendre avec des pincettes et peuvent même révéler un certain paradoxe. C'est-à-dire que s'ils ont choisi d'être rachetés par Procter & Gamble, c'est bien pour croître, pour conquérir d'autres marchés et donc pour augmenter leur capacité de production. Et tout ça, ça a de fortes chances de revenir à un réaménagement de leur chaîne d'approvisionnement. De sorte aussi à ce que leurs produits soient conformes aux réglementations des différents marchés qu'ils ciblent désormais et sûrement en restant dans une limite de coût spécifique.
Et une telle réforme, ça a une forte chance d'aboutir à une actualisation, on va dire, des formules pour répondre à de nouveaux enjeux de développement. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces changements seront forcément bouleversants ou que parce que ça a changé, le résultat sera forcément catastrophique. J'imagine qu'ils vont faire les tests d'usage nécessaires pour que la clientèle soit quand même satisfaite et retrouve la même efficacité qu'avaient les produits d'antan. Ça les arrange pas non plus de vexer leur cœur de cible et de perdre le marché des consommateurs noirs. Et à ce stade de la vidéo, vous pouvez toujours voir les fondateurs de Miel comme des traîtres et ne vraiment pas voir en quoi la volonté de croissance implique de vendre à un groupe comme Procter & Gamble. Mais en fait, quand vous dirigez une entreprise, le prochain challenge auquel vous devez faire face, c'est juste votre condition humaine. À la fin de la journée, vous savez pas quelles sont les problématiques que peut avoir un chef d'entreprise au quotidien, ni quels sont ses objectifs d'accomplissement personnel et professionnel. Peut-être que l'idéologie de Michelle Rodriguez, c'est de changer les choses de l'intérieur. On se plaint beaucoup de ne pas être inclus dans tout type d'industrie. Là, c'est peut-être l'occasion également de faire comprendre nos réelles problématiques aux grands groupes et d'être écouté sans être stigmatisé. Elle précise d'ailleurs que Miel restera une entité propre et que les dirigeants vont continuer à s'engager dans des causes qui font avancer la communauté noire. Donc c'est un point de vue qui peut être le sien, même si c'est pas celui de la masse. C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit tous avoir le même avis. Mais même au-delà de ça, imaginez-vous, ça fait 9 ans que vous sacrifiez tout pour bâtir quelque chose. 9 ans que vous avez démarré à partir de rien, qu'on vous a pas tendu la main parce que vous n'aviez pas encore fait vos preuves. Et une fois que vous avez atteint un certain niveau de succès, vous avez enfin l'opportunité d'amener votre entreprise à un niveau dominant du marché et par la même occasion, vous déchargez mentalement. Et d'ailleurs, même quand c'est pas ce que vous voulez, on vous met la pression. Acheter des plus petites marques, c'est aussi un moyen pour les grands groupes de garder le monopole du marché. Les L'Oréal et compagnie, là, ils rachètent tout ce qui bouge et c'est aussi de cette façon qu'ils maintiennent leur position de force. Et là, le débat, il est vraiment ouvert à cette monopolisation-là de certains groupes dans l'industrie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut discuter, mais tout ça pour dire, du coup, vous vous imaginez bien que les acheteurs qui travaillent pour ces groupes-là, ce sont des requins professionnels qui vous lâchent pas. Donc vous êtes là, vous êtes chef d'entreprise, vous croulez sous les responsabilités, vous êtes fatigué parce que vous avez tellement sacrifié. Et on vous appelle tous les jours en vous offrant masse d'argent dont vous avez besoin en plus. Sincèrement, dans cette situation, quel choix feriez-vous ?